Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui m'a contactée sur les réseaux sociaux. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de me contacter et de bien vouloir partager ton expérience. Donc, je vais te laisser quelques minutes si tu peux te présenter à nos auditrices. Bonjour, en tout cas, merci à toi de m'accueillir ici. Moi, je m'appelle Magali, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est une petite ville entre Lille et Paris. Et j'ai beaucoup voyagé. D'accord, merci d'avoir précisé d'où ça venait parce que j'avais aucune idée de où tu te trouvais. Je précise toujours parce qu'en général on me dit Saint-Quentin en Yvelines, mais non, Saint-Quentin dans l'Aisne, ouais. Cool. Donc oui, comme tu l'as dit, malgré ton âge, tu as déjà beaucoup voyagé, tu as beaucoup d'expériences qui semblent très enrichissantes. Est-ce que tu peux nous préciser quelle était la première expatriation que tu as faite ? Alors, je suis partie en 2014 en tant que jeune fille au pair aux États-Unis, à San Francisco. Et donc du coup, à l'époque, j'avais 24 ans quand je suis partie. Ok. Et donc, 24 ans, est-ce que tu sortais de l'école ou est-ce que ça faisait déjà quelques années que tu étais sortie des bancs ? Alors, en fait, ça faisait déjà 3 ans et demi, 4 ans même que je travaillais. En fait, moi, je suis titulaire d'un BTS assistante de gestion PME-PMI. Et en fait, j'ai fait aussi une licence pro intervention sociale. Et après ça, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans à peu près. Et donc, du coup, j'ai quitté mon travail pour partir à l'étranger. Ok, donc on va en revenir à cette période, parce que bon, tu as quand même travaillé 3 ans, c'est pas rien. Donc tu te trouvais toujours dans la même région ? Exactement, donc je travaillais à l'époque dans la région, là où j'ai grandi, là où je suis née. J'étais éducatrice en fait, je travaillais auprès de jeunes en difficulté. Ok, j'imagine que tu avais ton petit appartement ou tu étais encore chez tes parents ? Non, j'étais encore à la maison parce qu'en fait, moi, je suis partie, tu couperas après ça si tu veux, je suis partie en fait très jeune. En fait, j'ai fait un sport-études basket, donc j'avais 13 ans, j'étais déjà en internat, j'étais déjà partie à la maison depuis longtemps, j'ai vécu à Paris pour faire mes études et pour jouer au basket. Et donc du coup, voilà, c'était le moment où j'étais à la maison, c'était plutôt confortable, je travaillais pas très loin de la maison et je voyageais déjà beaucoup parce qu'en fait, dans le cadre de mon travail, j'avais beaucoup de congés. Du coup, je partais 5 fois dans l'année. Je voyageais déjà beaucoup, mais sur des courtes périodes, en fait. D'accord. Donc tout ça, tu vois, je ne vais pas le couper parce que je pense que c'est quand même important de le signaler parce que c'est pas comme si tu étais chez toi et qu'un jour tu es parti à San Francisco, tu avais quand même déjà une expérience d'éloignement, j'ai envie de dire, avec ton entourage. Je pense que c'est quand même important. Donc toi, si tu étais déjà en internat ou tu as vécu à Paris, tu savais déjà le sentiment d'être loin de son entourage. Et tu étais confortable avec ça. Oui, complètement. Voilà. Donc ensuite, tu es rentrée chez toi, tu as pu économiser un peu d'argent. Voilà, et donc du coup, j'ai travaillé pendant 3 ans et voyagé pendant mes congés, et puis j'ai économisé de l'argent. Et puis en fait, j'ai toujours eu cette envie d'aller aux États-Unis. Et le plus simple pour partir aux US, on sait que c'est compliqué pour avoir des papiers, etc. Et donc le plus simple, c'était d'être jeune fille au pair. Et donc du coup, je me suis lancée dans cette aventure. Ok. Et quand tu voyageais seule ou tu étais souvent accompagnée ? En fait, j'ai 2 grandes sœurs et je voyageais beaucoup avec mes sœurs. Super. On a voyagé, dès qu'on a toutes les 3 travaillé, en fait, on a toujours voyagé toutes les 3. Et après, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de partir moi seule parce que du coup, elles avaient leur famille, elles avaient des enfants et puis voilà, on pouvait plus partir comme avant. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours fait le choix de me dire, je pense à moi et même si je pars toute seule, je pars quand même. D'accord. Et donc, du coup, toi, comme tu l'as dit, les États-Unis, ça te faisait toujours rêver. Et c'est en faisant des recherches que tu as vu que c'était fille au pair la solution concernant les visas ? J'ai fait pas mal de recherches, oui. J'ai été aussi à des salons mobilité internationale, etc. Et c'est vrai que c'était le plus simple. J'ai fait des recherches, notamment pour trouver une agence, parce que pour les États-Unis et pour partir en tant que jeune fille au pair, on est obligé de passer par une agence. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches, pas mal de contacts. Et puis une fois que j'ai trouvé une agence, avec qui ça matchait bien, j'ai fait les démarches et puis je suis partie en fait.
Est-ce que tu recommandes cette agence? Est-ce qu'on devrait peut-être signaler le nom? Alors, l'agence, c'était Au Pair Care, mais en fait, moi, je suis passée par une toute petite agence à Lille qui s'appelle STS. Bon, c'était une agence locale, donc du coup, j'étais un petit peu rassurée. Après, toutes les agences, ça se vaut. Il faut quand même comparer parce que les prix varient vachement finalement. Donc, il faut quand même regarder. Après, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on est obligé pour les USA de partir avec une agence. Sinon, clairement, après, sur place, on est un peu livré à nous-mêmes, quoi, pour être honnête. D'accord. Quand il y a des difficultés, bon, ben, si on tombe sur parce qu'en fait, on a des coordinateurs sur place un peu. Et si on a des problèmes, en fait, on peut s'adresser à eux. Si on tombe sur une bonne personne, bon, ben, ça peut bien se passer. Si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas forcément dispo, ben, on se gère, en fait. D'accord. De toute façon, la question ne se pose pas pour les États-Unis. On est obligé de partir avec une agence, donc voilà. Et du coup, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que quand tu faisais toutes ces recherches et les mises en contact avec les agences, tu travaillais toujours à plein temps? Oui. Ok. Donc c'était quelque chose que tu menais en parallèle. Et est-ce que tu te souviens combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu as eu l'idée de vouloir partir et le moment où ça s'est réalisé en fait? Alors, partir aux US, franchement, j'y pense depuis des années. C'était depuis que je suis adolescente, hein, finalement, je pense. Après, c'est vrai que en fait, dans l'emploi où j'étais, ça a duré 3 ans. C'était des contrats de 3 ans qu'on avait. Et c'est vrai que pendant la première année, c'était bien. C'était un de mes premiers jobs. J'ai appris beaucoup, beaucoup. La deuxième année, on va dire que j'étais plutôt dans... je m'installe dans mon emploi. Et en fait, la troisième année, j'étais plutôt dans je veux autre chose. Et il n'y avait pas d'évolution possible en fait au sein de cette structure. Et j'étais jeune. Et du coup, je me suis dit, c'est le bon moment. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai profité de, en fait, mon entreprise qui avait cette histoire de plateforme de reconversion un peu pour nous aider en fait à faire la transition quand on quitte notre job en fait. Wow. Et donc, moi, j'avais, je sais pas, une somme d'argent que je pouvais utiliser. Et du coup, j'ai fait des formations. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai fait une remise à niveau en anglais avant de partir. Et j'ai fait aussi des formations, mais pour me former dans mon domaine en tant que conseillère emploi, en fait. D'accord. Donc, c'était un plus. Donc, c'est une idée que j'avais depuis toujours. Mais sinon, pour donner un ordre d'idée, en fait, je me suis lancée dans toutes mes démarches au mois de février à peu près. Et je suis partie vraiment... je suis arrivée aux États-Unis le 22 septembre 2014. Ouais, donc c'est quand même assez rapide. Ouais, donc en fait, moi j'ai commencé à faire toutes mes démarches, à prendre contact avec l'agence de jeunes filles au pair au mois de février-mars à peu près. Le temps de faire toutes les démarches, le temps de faire. En fait, on doit remplir via une plateforme un profil en fait pour se présenter, pour mettre une vidéo, pour parler de soi, pour faire une lettre et tout. Et puis une fois que ça c'est en ligne, et ben en fait on peut rentrer en contact avec les familles ou les familles nous contactent. Et donc je pense que j'ai trouvé ma famille à peu près vers juin, juillet. Et au mois de juillet, elle m'a dit est-ce que tu veux venir? Et donc du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, en fait moi je continuais de travailler jusqu'au mois d'août, donc je pouvais pas partir. C'est pour ça que ma date de départ, ça a été au mois de septembre, en fait. D'accord, parce que du coup, ouais, San Francisco, c'était pas forcément la ville que tu visais, c'est surtout au niveau de l'opportunité de la famille, c'est ça? Alors, ça a été... J'ai pas eu énormément de contacts de famille, et c'est vrai que je voulais tellement partir que c'est pas que j'ai pas fait assez attention, mais voilà, j'ai été assez light, on va dire. Et c'est tombé pile poil parce que San Francisco, je connaissais déjà. J'avais déjà été. J'avais une copine, en fait, sur place, une copine du basket qui avait, en fait, une fille américaine qui avait été assistante de langue en France et qui jouait au basket avec moi en France. Et du coup, elle habitait à San Francisco et du coup, c'était parfait. Enfin, je connaissais du monde sur place. Donc, je me suis pas trop posé de questions et en fait, je suis partie. Et voilà. Peut-être que j'aurais dû être un petit peu plus patiente. Mais c'est vrai que, voilà... j'étais assez pressée de partir. Le programme des jeunes filles au pair, on peut le faire jusqu'à ses 25 ans. Donc voilà, ouais, pour les US, c'est jusqu'à la veille des 26 ans quoi, pour partir. D'accord. Donc voilà. Mais la famille était très bien, même si voilà, chez tout le monde, il y a des avantages et des inconvénients. Ça paraissait bien au premier abord, on va dire. Alors, avant d'en arriver à ton expérience sur place, niveau financier, du coup, tu n'avais pas énormément à te préoccuper parce que si tu es en famille, du coup, je pense que tu es nourri, logé, blanchi. Voilà, donc c'est ce qui est bien de ce programme de jeunes filles au pair, c'est que on est logé, on est nourri, et puis on vit quand même au sein d'une famille, donc c'est quand même assez rassurant pour le début et pour un premier départ loin et pour longtemps en fait.
D'accord, oui, donc tu avais juste ton billet d'avion à payer en fait. Et Donc j'ai l'agence. payé l'agence. Ouais, J'ai payé le rendez-vous à l'ambassade et mon visa. Et puis après, je pense que le billet d'avion, il est peut-être pris en compte dans le tarif, je sais plus, dans le tarif de l'agence. Il faut bien comparer ce qu'il y a dans ce qu'on paye avec l'agence, en fait. Ça, c'est super important de regarder, mais là, de tête, je sais plus. ouais, tu te Pour être souviens à peu honnête, près du prix de l'agence? Mais je sais pas. Je sais plus. approximatif, 5 000, 10 000? Non, plutôt 1000, je Oh oui, ça pense. va. Autour de 1000, ouais. D'accord. Et ouais, aussi, c'est important de préciser, je pense que tout le monde n'est pas au courant que avec les États-Unis, tu dois aller à l'ambassade américaine de Paris et Voilà, ramener ton passeport. Et d'ailleurs, je crois qu'ils te le gardent pendant quelques semaines. voilà, exactement. Ouais. Donc surtout ne pas prévoir de voyage entre-temps, parce qu'on n'a plus notre passeport du coup. Et Et ensuite, ils puis, te le c'est renvoient. Et puis c'est vrai qu'il y a différents documents à apporter ce jour-là, donc voilà, il faut être bien renseigné, il faut avoir regardé avant de faire toutes les démarches, c'est quand même important. Ouais, c'est clair. Là, je sais pas si du coup ils vont continuer à faire leur rendez-vous à l'ambassade, mais bon. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux pas y aller de toute façon, hein, parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, on est en octobre 2020 et donc c'est vraiment pas le moment d'aller aux États-Unis. De toute façon, je pense que toutes les frontières sont fermées. Mais j'ai vu hein, quand je suis là des personnes sur les réseaux sociaux et je vois qu'il y a des départs hein, en ce moment de Ouais. jeunes filles au père. Ah, Donc, mm, donc bon, voilà, après, ouais, parce qu'au final, il y a des familles qui doivent quand même rechercher, hein, dans tous les cas. sans doute. D'accord. Et toi, ton entourage, quand tu leur as annoncé tout ça, ils ont réagi comment? Alors en fait, moi j'ai tout fait dans mon coin parce que je voulais pas qu'on vienne me dissuader de faire quelque chose qui me tenait à cœur. Donc en fait, j'ai vraiment fait tout toute seule. Je me suis débrouillée, j'ai fait mes démarches, j'ai été à des salons sans rien dire à personne. Et ben en fait, quelques semaines hein, avant de partir, j'ai dit bah voilà, je vais partir aux Ah États-Unis oui, et voilà. t'es comme ça, toi. Moi, tu vois, je serais tellement excitée que j'arriverais pas à ne rien dire, en fait. Ben après, je l'ai dit à des personnes proches, mais c'est vrai que voilà, j'étais déterminée, je voulais faire mes démarches de mon côté. Je voulais surtout pas qu'on vienne en fait me dissuader ou me dire mais pourquoi tu fais ça et pourquoi ci, pourquoi ça. Donc ben, en fait voilà. Et en fait j'ai toujours procédé comme ça pour mes autres voyages aussi. J'ai toujours tout fait. Et une fois que j'avais acheté le billet d'avion, je disais bon bah je m'en vais dans un mois et voilà. Non, mais je pense que tu as raison parce qu'on a tendance à. Il y a beaucoup de personnes en général qui veulent essayer de nous dire, alors qu'ils sont jamais partis en général, hein. C'est ceux, mais je pense que c'est parce qu'ils essayent de refléter leur peur. Et du coup, ils posent énormément de questions qui nous peuvent nous faire hésiter. Et finalement, je pense que ce que tu as fait, c'est une très bonne idée. Et du coup, donc est-ce que tu vas en revenir au moment, à la veille du départ? Dans quel état tu te trouvais? Toujours super excitée, même pour les autres départs finalement, super impatiente. Je suis quelqu'un de quand même assez prudent et c'est vrai que du coup, ben, les peurs, même si je dépasse mes peurs, je sors de ma zone de confort, etc., les peurs, elles sont toujours là. Mais c'est vrai que moi, je dis toujours, ben, les peurs, il faut s'y confronter en fait pour les dépasser. Mais déjà, de reconnaître ses peurs, c'est déjà pas mal, je trouve. Et donc, au moment où tu es arrivé à San Francisco, qui est quand même une très Alors, en belle fait, je ville. suis pas pardon, je suis pas arrivée à San Francisco directement parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on part en tant que jeune fille au pair aux États-Unis, on a un séjour de quelques jours, un regroupement en fait, à New York. Oh, Donc, je suis déjà arrivée à New York et donc à l'aéroport, on était quelques Françaises qui avaient pris sans doute le même vol que moi et d'autres vols. En fait, on s'est rejoints à, à New York. Tout est organisé, tout est prévu. Il y a quelqu'un qui nous attend là-bas. Et en fait, on va dans une style de académie un peu, enfin un hôtel où ben, pendant 3 jours, on fait des formations, par exemple les premiers secours, des activités, des ateliers, etc. Pour parler de soi, pour rencontrer les autres personnes, etc. Donc on fait ça pendant 3 jours et après ben on prend chacun notre vol pour aller dans nos villes et dans nos familles respectives en fait. ah, génial. Ouais, c'est super. Ah, puis du coup, ça t'a permis de visiter New York. Peut-être t'étais déjà allée. J'étais déjà allée. Ah oui, donc tu aimes vraiment les États-Unis. Ben oui, j'avais déjà fait 2 fois New York, j'avais déjà fait bah, la côte ouest des US et j'avais déjà fait Miami aussi. Eh ben dis donc, pour quelqu'un de jeune, t'avais déjà vu pas mal de choses. Bah, beaucoup de congés, un petit peu d'argent et voilà. Voilà, c'est ça, les questions de priorité, hein. Mais donc du coup, ouais, toi, ton anglais, il n'y avait pas de problème. Alors non, pas du tout, parce que
En fait, ben, avec mes sœurs, on parlait l'anglais, mais l'anglais comme on l'apprend à l'école, donc vraiment très basique. Mais c'est vrai que le fait de se retrouver que ben, nous toutes les trois en plein milieu de New York, à devoir se débrouiller, ben, au fur et à mesure de tous nos voyages, quand on était toutes les trois, ben, en fait, on est devenus autonomes parce que ben, on n'avait pas d'autre choix, quoi. Mhm. Donc, ben, c'est tous ces petits voyages-là où j'ai dû pratiquer finalement qui m'ont permis d'avoir des petites bases. Et c'est vrai qu'après, pendant mon année euh, aux USA, en fait, j'ai pas mal développé mon anglais à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est pas en un an qu'on devient bilingue, quoi. Moi, je préfère le dire. C'est vrai que tout le monde nous dit tout le temps, ah bah c'est bon, toi tu parles parfaitement anglais. Sauf que non, en fait, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas rapide. Et puis c'est vrai que bah, ça dépend des personnes, ça dépend de comment on est réceptif, comment on apprend. Mhm. Donc non, ça a pris du temps l'anglais. Oui, non, c'est clair. Après, le parler parfaitement, je pense qu'on le parlera jamais parfaitement si on Non. n'a pas grandi avec des parents qui étaient bilingues. Mais du coup, toi, t'avais pas cette phobie justement parce que je sais qu'en France, nous Français, on a toujours au début, on a peur de notre accent, on a peur on va avoir l'air ridicule. Toi, du coup, ça s'était passé? Ben non, non, c'était pas passé. En fait, moi, quand je suis arrivée dans ma famille aux États-Unis, ça a été très compliqué avec cette famille parce que, en fait, ils me considéraient comme une employée. Et donc, du coup, il n'y avait pas. Ce que j'étais venue chercher, c'était un vrai échange culturel, linguistique, ben, faire partie d'une vraie famille américaine, quoi. Et puis, ben, partager tout avec eux. Et en fait, ben, ça n'a pas du tout été le cas. Donc pendant plusieurs mois au début, j'étais vraiment dans mon monde. C'était compliqué de communiquer. On prenait pas le temps pour moi, en fait, et puis pour parler avec moi, pour m'apprendre des choses et tout. Et ça a été compliqué, ça, au début. Les premiers mois, ils ont été très compliqués. Et après, au bout de 6 mois, en fait, j'ai eu un déclic. Et ben là, j'ai commencé à sortir beaucoup plus, à rencontrer du monde, à beaucoup plus parler et à m'affirmer aussi au niveau de la famille chez qui je vivais, en fait. Et ça a vraiment tout changé. Oui, après, j'ai envie de dire, est-ce que tu penses qu'ils prenaient pas le temps pour toi parce qu'ils avaient pas envie, parce qu'ils te considéraient comme une employée, ou c'est tout simplement ils avaient pas le temps parce que je sais que moi j'ai travaillé aux États-Unis et les horaires sont quand même assez incroyables. Donc, Non, je pense que c'était une famille très très particulière, ouais, avec une mentalité très particulière aussi. Je vivais chez des gens qui avaient beaucoup beaucoup d'argent et du coup, ben, tout était centré autour de ça. Et d'où ben, j'étais une employée, quoi. J'étais juste là d'accord. pour m'occuper des enfants. Et ça sortait pas de ça, en fait. Et ça a été très très difficile à accepter parce que j'étais pas venue pour ça. Mais une fois que je l'ai accepté, au bout de quelques mois, ça a été beaucoup mieux du coup. Et Ouais. que on parlait pas beaucoup. Avec les enfants, je parlais le français parce qu'ils allaient à l'école française, donc je parlais pas anglais, je développais pas mon anglais avec les enfants. Avec les parents, on parlait pas beaucoup. Mais par contre, j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait une autre nanny qui venait. Donc j'étais pas seule à travailler dans la famille. Il y avait ben, un jardinier, il y avait une autre nounou et il y avait des femmes de ménage. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec l'autre, ben, la nanny qui travaillait, qui venait tous les soirs en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec elle. Waouh. Ok, c'est hors sujet avec le podcast en général, mais moi, quand j'entends, enfin, où je vois des maisons où je sais qu'il y a ce genre de famille, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Est-ce que tu sais? Alors, ben lui, en fait, il a fait. Donc, lui, il était irlandais et il a fait Stanford. Il avait son entreprise dans la finance. Et elle a fait Harvard et elle travaillait pas. Et elle travaillait pas. Et elle travaillait pas. Et en fait, donc, il y avait 4 enfants. Moi, je travaillais, alors 45 heures par semaine. En fait, le contrat d'au pair nous permet de travailler jusqu'à 45 heures. Donc, je faisais 45 heures. Pas une seconde de moins, surtout pas. Mhm. Et puis, ben, en fait, par exemple, non, moi, j'allais les déposer à l'école le matin. Elle allait soit au sport, soit elle faisait bah, ses sorties avec ses copines. L'après-midi, elle allait en récupérer deux. Moi, j'allais en récupérer deux. J'allais à des activités. Elle allait à des activités. C'était toujours moi qui cuisinais, par contre. Elle cuisinait pas du tout. Et puis, je travaillais en plus le week-end. Et puis, ah ouais. Bon, après, il y avait 4 enfants, donc c'est quand même du travail. Enfin, Oui, mais bon, quand il même. y a beaucoup de choses à gérer. Mais Ouais. c'est vrai que bah, elle était à la maison tout le temps. Il y avait moi, plus la nanny le soir. Waouh, Tous les incroyable. soirs, il y avait. Sacrée vie. Après, peut-être qu'elle a peut-être publié des livres, je ne sais quoi, qui l'ont. Elle s'est dit, c'est bon, j'ai fait ma Bah, part. à ma connaissance, je sais pas. Oh, waouh. Mais ouais, donc ça a été très très particulier
Mais en même temps, ça a été très enrichissant parce que j'ai vu aussi comment ça se passait dans ce type de famille. Et voilà, après, c'est vrai que humainement, ça a été un peu compliqué, mais j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Donc, par exemple, j'ai été skier avec eux. J'allais à la maison de campagne, on faisait énormément de choses. La maison de campagne, elle était au lac Tao, donc c'est quand même une belle région. Mhm. Donc, j'ai découvert plein de choses, mais c'est vrai que ouais, il y a eu quand même des points négatifs. Ouais, tu manquais l'aspect humain un peu. Là, c'était Ouais. surtout Et en beaucoup. fait, Ouais. quand j'ai été jeune fille au père en Australie, parce que du coup, mon aventure en Australie, je suis partie et c'est pareil, je connaissais pas le pays et je me suis dit, bon, ben, je vais sécuriser mon arrivée, je vais trouver une aventure de jeune fille au père pour commencer. Comme ça, ben, ça sécurise l'arrivée et je suis tranquille, j'ai un logement et j'ai un job et j'ai un petit peu d'argent. Et en fait, j'ai trouvé tout ce que j'étais venue chercher dans cette famille, en fait. Enfin, je veux dire, 3 ans après, on est toujours en contact. Ils m'ont vraiment accueilli comme, enfin, j'étais comme si j'étais quelqu'un de la famille. On pouvait discuter de tout. J'avais des bons horaires. Ils me prêtaient la voiture sans rechigner. J'avais un autre travail à côté. Ils étaient vraiment arrangeants. Si je disais le soir, faut que j'aille travailler au restaurant parce que je travaillais dans un restaurant en plus le soir en Australie. Bah, ils disaient bon, bah ok, vas-y. Enfin, ils m'ont toujours laissé la voiture pour aller au restaurant. Enfin, vraiment une très bonne famille. Humainement, ça a été beaucoup plus riche en Australie, en fait. Ouais, ils t'ont vraiment inclus dans leur famille. Ouais, Ouais. complètement. Et en fait, j'ai vraiment trouvé tout ce que j'étais venue chercher dans ma première aventure, bah, je l'ai trouvé en Australie dans ma deuxième aventure. Génial. Bah, avant d'arriver à la deuxième aventure, du coup, donc là, quand t'es arrivé, c'était un petit peu dur. Et du coup, est-ce que tu as regretté un peu d'avoir fait ça ou tu t'es dit non, je suis venue chercher quelque chose et je vais le trouver? En fait, pendant toute l'année, je me suis jamais dit... Parce qu'en fait, quand on est jeune fille au père, si ça se passe pas bien dans la famille, on peut ce qu'on appelle rematch, donc changer de famille. Mais j'y ai jamais pensé, en fait. Donc, c'était pas invivable non plus, hein. C'est juste Mhm. que ben, ça a été plus compliqué que je ne le pensais, mais ça a été vraiment très, très formateur. D'accord. Euh, je dis toujours que, par exemple, bah, ça m'a permis vraiment de m'affirmer face à un employeur, de m'exprimer. Parce que du coup, il fallait que je communique dans une langue qui n'est pas la mienne. Il fallait que je fasse parfois, que je transmette mon mécontentement. Et ça, c'est pas toujours facile. En fait, déjà, rien qu'en français, des fois, ben, on n'ose pas dire. Mhm. Et ben, en fait, ça m'a vraiment permis de développer ça. Et du coup, ben, ma communication maintenant, elle est quand même beaucoup plus simple. Je parle même, enfin, j'entends par là ma communication en général. Enfin, je vais beaucoup plus oser dire ce que j'ai à dire. Euh, que la personne elle soit contente ou pas contente, que ce soit un employeur ou pas, ben maintenant en fait je vais dire ce que j'ai à dire et ça je l'ai vraiment appris chez eux. Pendant cette année-là, j'ai vraiment appris ça, à D'accord. m'affirmer, à dire ce que j'ai à dire, à faire entendre mon message et c'est important je trouve. Ah bah c'est clair, c'est surtout en tant que femme, j'ai l'impression que c'est encore plus important de pouvoir s'exprimer librement. Et parce que du coup, ouais, je t'ai pas posé la question, mais quand t'avais décidé de partir aux États-Unis, bon, tu as cité les États-Unis, on a bien compris que tu étais fanatique, mais est-ce que tu avais un autre objectif, par exemple, justement, améliorer mon anglais, ou est-ce que tu voulais, bah, je sais pas, être dans une famille et élever des enfants, ça t'intéressait? Est-ce qu'il y avait un objectif principal ou pas? C'était de vivre une vraie expérience américaine. Euh, Ce que je voulais vraiment, c'était vivre, avoir cet échange culturel et humain, en fait, que j'ai pas eu. Ça, c'était quelque chose que j'étais venue chercher. Après, c'était aussi bah, de voyager, de découvrir le pays davantage, de développer mon anglais. Ça, c'était des choses qui étaient importantes aussi. Et puis, c'est vrai que bah, c'est tout, de rencontrer des personnes. C'est vrai qu'après, dans le programme de Jeune Fille au Pair, on peut aussi se former. Donc, j'allais à l'école pour apprendre l'anglais. Et après, on a aussi une bourse de 500 dollars, je crois. Et on fait ce qu'on veut avec ces 500 dollars. Et moi, par exemple, j'avais fait le choix de faire une initiation pour être professeur de yoga pour les enfants. Sur un week-end, j'avais fait ça. Génial. Mais bon, après, ça aurait pu être un cours de cuisine ou un cours de psycho ou peu importe, en fait. Chacun choisissait. Mais donc c'est ce que j'ai fait moi. Et bah, c'est des petits plus qui sont intéressants en fait et qui à l'époque bah voilà à l'époque en fait aux US j'ai découvert le yoga. Donc forcément je connaissais le yoga mais j'en avais jamais fait en fait j'avais jamais pratiqué et du coup c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à pratiquer le yoga pour moi et puis qu'après j'ai eu cette idée de faire cette formation là. Ouais, en plus, pour des enfants, ça doit être super intéressant.
Donc c'est vrai que c'est assez complet malgré tout comme programme parce que ça permet quand même pas mal de choses sans prendre un gros risque finalement. Et t'as quand même des vacances pendant ce contrat d'un an? Alors il me semble que j'avais eu 2 semaines de vacances. Donc 2 semaines de vacances, c'est ce qu'il y a d'imposé, un peu obligatoire. Mais après, si par exemple eux ils partent en vacances et qu'ils veulent pas t'emmener, tu te retrouves à faire ce que tu veux en fait. Si t'as pas besoin de rester à la maison pour le chien, le chat ou je sais pas quoi, tu peux tes vacances quoi. Je le dis parce que des fois ça arrive, hein. Mais toi, du coup, ça t'est arrivé qu'ils aient pas voulu te prendre avec? Ça m'est arrivé, donc eux ils sont partis à Hawaï il me semble et ils m'ont pas emmené, mais du Ah, coup j'ai fait d'autres choses. là, c'est Donc, dommage quand même. j'y suis allée par moi-même parce que c'est le premier voyage que j'ai fait en solo. Mon premier vraiment voyage solo, c'était à Hawaï. Oh, waouh. Quand j'y étais, ouais, je suis partie 5 jours à Hawaï. Ouais, un rêve à Hawaï. Ouais, du coup, de San Francisco, ça devait. Bah, si, tu dois quand même avoir au moins 6 heures de vol, non? 5 heures, je crois. Mais du Ouais. coup, c'est vrai que c'est à côté, quoi. C'est le Ok. bon moment. C'était le bon moment pour y aller. Super. Et du coup, c'est un peu, quand t'étais arrivé, c'est encore, ça parle de plusieurs années, mais t'avais dû ouvrir un compte américain, un compte en banque américain? Oui, et j'ai ouvert mon compte en banque américain, ouais. Et c'était pas compliqué? Je sais plus si elle l'avait fait avec moi ou pas. Je Mhm. sais plus. Mais bon, ça se gère hein, si je l'ai fait. Mais c'est pareil, après, du coup, moi, comme j'étais en Californie, j'ai dû passer le permis de conduire californien. Donc ça, c'est pareil, c'est toute une aventure. J'avais dû lire le bouquin. C'est vrai que j'ai voulu le lire. Et il y a plein de jeunes filles au père qui font le choix de pas le lire et d'y aller comme ça. Et j'ai appris plein de mots, j'ai appris plein de choses en lisant ce bouquin. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et, en fait, la fameuse nounou qui travaillait avec moi le soir, elle me dit, je vais t'emmener au DMV, c'est le nom du bureau. Et puis comme ça, mais moi dans ma tête, je pensais qu'on allait y aller pour prendre rendez-vous en fait, pour que je passe le code. Et en fait, je suis arrivée devant le bureau et la nana, elle m'a dit, t'es prête? Je lui ai dit, mais je suis prête pourquoi? Et elle m'a dit, en fait, c'est maintenant que tu le passes. Donc en fait, j'y suis allée, ils m'ont emmenée et j'ai passé directement le code de la route californien. Et finalement, ça a été, ils m'ont dit, c'est bon, tu l'as. Et j'ai même dit, ah bon, vous êtes sûr? Et oui, oui, c'est bon. Bah, t'avais lu quand Et même le bouquin. oui, ouais, ouais, j'avais lu le bouquin. Après, finalement, moi, je conduisais déjà, mais en fait, comment ça se passe là-bas? Et ben, j'ai pris la voiture et j'ai été faire une séance de conduite. Et puis, en fait, la personne, elle regarde comment on conduit, elle nous fait faire un petit chemin. Et puis, ben, après, elle valide ou pas. Et donc, du coup, c'était Mhm. bon pour moi. Oui, moi j'avais eu l'expérience là aussi dans l'Indiana et c'était marrant parce que moi je faisais partie de celles qui n'ont pas voulu lire le bouquin. J'étais en mode, ça fait des années que je roule en voiture, j'ai pas besoin de lire ce bouquin. Et pareil que toi, le code, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Et au final, oui, tu es devant un ordinateur tout seul et ils commencent leur série de questions. Je sais plus, il devait y avoir 30 ou 40 questions. Et moi, ils ont posé des questions à distance avec mettre le clignotant, mais c'était en fit, c'était pas en mètre. Donc bah j'en avais Mm. aucune idée. Donc en fait moi j'ai échoué le code la première fois de quelques fautes. Mais au final je suis rentrée chez moi le soir, j'ai lu les parties justement où il parle de dimensions et j'y suis retournée le lendemain. Donc t'as pas de temps d'attente en fait. Tu peux y aller quand tu veux. Je pense que tu peux y aller autant de fois que tu veux. Et pareil quand tu vas avec ta voiture. Donc j'avais été avec ma voiture de location pour le test de conduite et pendant que je conduisais je lui dis à l'inspecteur, je dis c'est quand même drôle parce que si vous me dites non, mais je vais quand même rentrer avec la voiture en fait. Ouais. Ah ouais, rien à voir avec comment ça se passe en France, quand on voit le prix qu'on paye et comment ça se passe et le temps que ça prend de passer son permis ici. Bah surtout oui, et au niveau du prix parce que du coup là tu payes juste, je crois que c'était une vingtaine de dollars. Ouais, Ouais. Par contre après les choses qu'on dit pas tout le temps, c'est que quand tu as une voiture sur place, tous les ans tu dois payer la plaque d'immatriculation et ça coûte dans les 100-200 dollars en général par an. Donc quand tu y réfléchis sur le long terme, ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous, ce qu'on paye en France, quoi. ouais. Donc, ouais, dans l'autre, chaque pays a ses pour et ses contre, hein, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, est-ce que tu veux peut-être revenir avant qu'on passe aux questions finales? Donc, toi, ensuite, tu es rentré en France et tu as voulu repartir. Est-ce que, justement, la préparation à ta première expérience,
Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises que tu as pas, que tu as appliquées pour la préparation de ta deuxième expérience en tant que fille au pair? Alors déjà, comment ça s'est passé? En fait, je suis rentrée en France après une année aux États-Unis. Je suis restée à peu près un an, un petit peu plus, enfin 1 an et demi en France. Et j'avais vraiment ce désir de repartir, mais pour autant, j'avais peur. J'avais des peurs, j'avais vraiment des peurs. Peur de quoi? Et ben, peur de nouveau de l'inconnu, de l'aventure, etc. Alors que je pars toujours hein, et qu'il n'y a pas de problème. Mais pour autant, j'avais quand même des peurs. Et du coup, c'est pour ça que je dis toujours, enfin, on voit souvent sur les groupes Facebook, oui, mais j'ai peur, oui, mais si, oui, mais ça, j'ose pas, etc. Et en fait, moi, je dis toujours que ben, moi, je l'ai fait, mais j'ai peur quand même, mais je le fais. Et que c'est OK, en fait, d'avoir peur, que c'est pas grave. Mhm. Et donc, oui, j'avais peur de repartir. Je me disais, mais dans quoi je m'embarque? Je connais pas le pays, c'est loin. Mais en fait, une fois parti, ben, ça a été nickel, bah, comme d'habitude, hein, de toute façon. Une fois voilà, que j'ai fait le premier pas, bah, c'est bon, ça a été. Et puis bah, cette expérience de jeune fille au pair, quand je suis arrivée, ça s'est super bien passé aussi. Donc non, c'était vraiment positif. Et puis c'est vrai qu'après en Australie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu l'opportunité de travailler du coup dans un restaurant. Ça faisait très très longtemps que j'aurais adoré faire ça, mais c'est vrai qu'en France, ben, on doit souvent travailler dans son domaine et pas dans un autre. Et surtout là où on est diplômé, et c'est vrai que là-bas, ils en ont un peu rien à faire, et on m'a donné ma chance dans un restaurant. Et c'est vrai que ça m'a permis de, bah, voilà, d'avoir une expérience qui est un petit peu différente que j'aurais sans doute jamais eu en France. Et ça, c'était vraiment top en fait. Super. Et du coup, quand tu te préparais à repartir en Australie, est-ce que là, cette fois, tu as été un peu plus exigeante en termes de où est-ce que la famille allait être localisée, ou t'es un peu encore reparti un peu à l'arrache? Alors du coup, pour cette aventure-là, j'ai cherché une famille sur le site Open World qui est gratuit. Donc en fait, j'avais fait mon profil, tout simplement, c'est gratuit. Les familles, elles font leur profil, c'est gratuit aussi. Et en fait, ben, on consulte les profils des familles qui nous intéressent et après on commence à discuter. Et donc oui, je savais très bien ce que j'allais chercher, je savais très bien ce que je voulais pas surtout. Et donc du coup, en fait, j'ai cherché pendant pas mal de temps. Parce que du coup, j'étais très exigeante et que ben il y avait des choses que j'étais pas prête à laisser passer comme bah, l'année d'avant, quoi. Et du coup, j'ai cherché, j'ai parlé avec pas mal de familles, fait pas mal de Skype, échangé pas mal de mails. Et j'ai cherché pendant peut-être 2 mois et demi hein, quand même. D'accord. Et en fait, eh ben, moi, je voulais plutôt être en ville, même si j'adore la campagne, mais j'aime bien la ville. Et je voulais vraiment être à Sydney, mais dans Sydney. Et en fait, je suis tombée sur une famille qui, au début, j'étais pas trop partante parce qu'ils habitaient dans la banlieue de Sydney, pas à Sydney. Et je me suis dit, non, ça va être trop loin. Ils étaient à 45 minutes de train à peu près. Et ben, en fait, j'ai été chez eux, ça s'est super bien passé. Et c'était bien parce que du coup, j'étais à 45 minutes en train de Sydney, vraiment le centre de Sydney, mais j'étais pas très loin d'une plage qui est super connue et qui est super jolie. Donc c'était un bon compromis et j'habitais pas très loin de la station de train. Donc c'était super facile, c'était vraiment le compromis. Le bon compromis, j'étais ben, à la campagne et en même temps j'avais la ville pas très loin et la plage pas très loin. Moi j'adore la plage. Donc c'était vraiment top, c'était vraiment bien. Génial. Ouais, mais alors là, tu as touché deux points importants. Le premier, déjà, tu as dit, je savais ce que je voulais, mais je savais surtout ce que je voulais pas. Et ça, je pense qu'on Ouais. a souvent du mal à faire cette liste de ce qu'on veut pas, ou ce qu'on fuit, ou des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est vachement important. Et aussi, cette fois, au lieu de laisser l'excitation prendre, euh, enfin, te faire mettre tes décisions, là, tu as pris le temps. Et ça aussi, souvent, quand on a une idée en tête, on est tellement excité, et moi, je suis la première, hein. On est tellement excité qu'on se jette dessus, alors qu'au final, des fois, il faut prendre le temps de respirer, se dire on se calme, et je vais pas me jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, quoi. Après, je pense que du coup j'avais cette maturité-là aussi. Ouais. Et parce que du coup, quand je suis partie, j'avais 27 ans, donc c'est quand même pas jeune, surtout pour une aventure de jeune fille au père. Mais au moins, ça sécurisait et j'étais rassurée et ça me permettait de rebondir sur autre chose et c'était ça qui était important aussi. Et puis, mais c'est vrai que là-bas, j'ai tout trouvé, hein. Franchement, le job, la famille, vraiment une famille qui est devenue ma famille. Donc, ça a été vraiment nickel. D'accord. Et du coup, parce que t'es resté plus longtemps. Tu parles de l'Australie là? Oui.
Donc en fait, je suis restée 6 mois dans cette famille-là. Après, mes parents sont venus, on a voyagé pendant un mois. Et puis après, j'ai voyagé avec une copine à Bali et dans le nord de l'Australie. Et ensuite, en fait, j'ai été à la ferme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le PVT en Australie, pendant la première année, si on travaille dans certaines régions de l'Australie et sur certains métiers, en fait, on a le droit on a des papiers et on peut revenir pour une deuxième année de PVT. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été à la ferme pendant 3 mois. Dans une toute petite ville qui s'appelle Portland, et c'était entre Melbourne et Adélaïde, mais c'est vraiment la campagne, là-bas, il n'y a rien du tout. Et c'était ferme de vaches laitières. D'accord. Donc c'était une vraie aventure, c'était à la campagne, c'était plus du tout en ville, complètement l'opposé de Sydney. Moi j'ai un peu peur des animaux, donc j'ai été servie. Mais c'est pareil, ça a été une expérience de folie, ça a été une de mes plus belles expériences. C'est vrai? Parce que j'ai vécu là, je l'aurais jamais vécu nulle part ailleurs. Et j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement appris, Ah ouais, ça a été vraiment une très très belle expérience. Et j'imagine maintenant que tu as moins peur des animaux? Du coup, ça va beaucoup mieux, ouais. Par exemple, je pouvais pas être dans une pièce s'il y avait un chien, par exemple. Maintenant, c'est bon, ça va mieux. Je veux dire, au bout de 2 jours, j'étais en plein milieu d'une pâture avec 50 vaches. Et puis à la fin, je prenais mon petit 4x4 ou mon petit quad et j'allais ramener les vaches pour la traite, etc. Et je donnais le lait aux veaux et tout. Non, ça a été génial. Ce que tu nous racontes, moi j'ai l'impression que je vois un film en fait sur une télé. Ah non, c'était vraiment inattendu en fait. Génial. Et du coup, après ça, je suis retournée à Sydney dans la famille, du coup, qui a accepté de m'héberger parce que du coup c'était vraiment devenu la famille. Et puis après j'ai voyagé un petit peu toute seule, je suis partie en Tasmanie, j'ai fait un road trip en Tasmanie et puis après je suis rentrée en France, c'était la fin de mon premier PVT en Australie et je me suis arrêtée à Singapour et en Malaisie. Et puis après je suis rentrée et puis je suis restée en France pendant 1 an, j'ai travaillé en France et puis ensuite je suis retournée en Australie pour mon deuxième PVT. Et donc là, je suis retournée chez eux de nouveau. J'avais ma chambre, j'avais laissé mes affaires d'ailleurs. Ah, génial. Donc je suis vraiment retournée à la maison et ça a été la galère au début parce que j'avais eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail en retournant en Australie. Et finalement, j'ai trouvé en tant qu'éducatrice dans des écoles. Donc je faisais le périscolaire le matin et le soir dans différentes écoles. Donc j'ai fait ça pendant un petit peu de temps et puis après j'ai continué de travailler au restaurant aussi. Toujours le même restaurant de la première année. Et puis après j'ai été nanny cette fois-ci dans une famille. Donc là c'était je m'occupais des filles en fait. Mais du coup j'étais pas logée chez eux. Et ça c'était quand même bien, c'est super important d'avoir son chez soi, d'avoir sa vie. Ça c'était bien. Donc voilà, et après j'ai voyagé pendant presque 5 mois. Ah oui, donc toi, c'est vraiment c'est dans ton sang, quoi. Donc en fait, pendant ma deuxième année de PVT, je me suis dit, j'y vais, je travaille pendant 7 mois, 6 mois ou 7 mois, vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé. Pour le coup, j'ai vraiment enchaîné les missions, etc. Bon, je me prenais toujours un week-end une fois de temps en temps. Je prenais le temps d'aller à la plage parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de récolter le budget que j'avais besoin pour ensuite partir en voyage. Et donc oui, j'ai travaillé pendant 7 mois, beaucoup. Et j'ai réussi à récolter à peu près 20 000 $ australiens. Oh, génial. Un petit peu. Et parce que je savais que les destinations que je voulais faire, ça coûtait cher. Et j'avais vraiment besoin de ce budget. Et donc, du coup, après ça, je suis partie à Uluru. Tu sais, l'espèce de gros caillou en plein milieu de la Roche Rouge, le désert australien en plein milieu de l'Australie. Il faut savoir que, par exemple, un vol Sydney jusqu'à cette destination, ça coûte 1 000 $ australiens. Oh, wow. Donc, pour donner un ordre d'idée, tu vois, le budget, il doit être conséquent. Donc, je suis partie là-bas 4 jours en séjour organisé. Ça a été top, mais top. On a dormi à la Belle Étoile, on a fait des randonnées, on a été voir des levées de soleil, couchers de soleil. Enfin, top. Une vraie aventure à l'australienne. Franchement,
C'était vraiment bien. Et puis après, j'ai fait la côte ouest de l'Australie en van. On était 4 filles, donc avec 4 copines, pendant 3 semaines. C'était top. Et puis après, je suis retournée à la ferme pour dire bonjour à la famille. Et après, je suis partie au Népal. Alors, le Népal, ça faisait très longtemps que je voulais aller au En Népal. fait, t'avais peur de rentrer en France, c'est ça? Non, alors le Népal, j'y suis allée parce que je voulais faire un trek. Enfin, j'avais du temps, c'était le moment parfait. Et puis en fait, pendant que j'étais à mon séjour organisé à Uluru, j'ai rencontré une Allemande et cette Allemande, elle me dit au mois de novembre, je vais au Népal. Je lui dis, ah bon, tu vas au Népal? Et elle me dit, oui, oui, je vais au Népal, je vais faire un trek et puis j'ai booké un tour. Je dis, ah bon. Et du coup, ben, elle me dit, si tu veux, je me renseigne et puis t'as qu'à venir. Et du coup, ben, j'ai fait ça en fait. Ouais, c'est ça. Il faut prendre les opportunités qui se présentent à nous. Complètement. Et du coup, ben, un mois et demi après, j'étais au Népal. Et ce qui s'est passé quand même, parce que c'est assez drôle, elle a annulé genre 2 semaines avant. Non. Elle a pas été. Mais elle Ouais. avait peur ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle était un petit peu jeune et je pense qu'elle n'a pas réalisé l'aventure qu'elle allait vivre en fait. Enfin, j'ai quand même fait le trek de l'Everest, donc c'est pas un petit trek. Mhm. Et donc, bah voilà, elle a annulé 2 semaines avant. Et puis, c'est vrai que du coup, ça m'a pas posé de problème. Je me suis dit, bah, de toute façon, ça faisait très longtemps que je voulais y aller. C'est booké, c'est fait, moi, j'y vais. Et puis, de toute façon, j'étais avec un groupe. Donc, je me suis dit, je me retrouve pas toute seule. C'est pas gênant du tout, quoi. Waouh. Bah, c'est limite pour elle, j'ai envie de dire même de prendre la décision de te laisser toi maintenant, entre guillemets, en plan. Ça devait pas être évident pour elle. Mais bravo en tout cas pour ton expérience. Ça devait être. Faudra que tu m'envoies quelques photos parce que je suis curieuse. Ah ouais, le Népal, c'était une sacrée expérience aussi. Une sacrée sortie de zone de confort. Ben, la montagne, la rando. Non, c'était vraiment unique. Oui. Et donc après ça, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Ben, un road trip aussi en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pareil, la Nouvelle-Zélande, c'est assez onéreux. Euh, et puis après ça, ben, avant de rentrer, en fait, je suis allée en Polynésie. Waouh, génial. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup travailler en arrivant en Australie pendant mon deuxième PVT, parce que je savais que les destinations que je voulais faire, il fallait que j'ai un budget pour profiter, parce que sinon, on va y aller et puis ne pas profiter pleinement. Oui, c'est ça. Si tu dois compter chaque dollar après, c'est pas facile. C'est chiant, quoi, on va le dire honnêtement. Et du coup, avant que j'arrive aux questions de la fin, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aimerais partager avec nos auditrices et auditeurs? Euh, Pour une aventure de jeune fille au père, moi, ce que je conseille, qui est vraiment important, c'est vraiment de prendre du temps et de vraiment trouver la famille le coup de cœur, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est super important, parce qu'on se retrouve à vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, il faut vraiment pas hésiter à poser toutes ces questions à la famille. Quand je dis toutes ces questions, ça va être du style, même les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, la routine des enfants, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment pas faire, ce qu'ils font le week-end, est-ce qu'ils ont des activités particulières. Il faut vraiment pas se gêner entre guillemets de poser toutes ces questions, parce qu'après, ben, en fait, on se retrouve à vivre avec une famille qu'on connaît pas, et du coup, ben, ça sécurise en fait de poser toutes ces questions et de se dire, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas. Est-ce que tu penses qu'il est possible de poser une question du genre quel genre de relation ils aimeraient avoir avec leur fille au père? Si c'est une. Ouais, tu vois, genre, est-ce que je vais être une employée pour vous ou est-ce que je vais faire partie de votre famille? Alors après, je pense que de toute façon, ils répondront jamais ça. Mais moi, quelle relation vous avez envie d'avoir avec votre au-pair? Et oui, c'est important, parce qu'il y en a qui vont nous traiter comme, j'en sais rien, moi, leur autre fille, ou comme quelqu'un de la famille, par exemple. Ou par exemple, moi, en Australie, le couple, ils étaient assez jeunes. Moi, j'avais 27 ans et Mélanie, je crois qu'elle avait peut-être 33. Donc on était assez proches en fait. Et c'est vrai qu'elle m'a conseillé pour plein de choses et je pouvais lui parler de tout et c'était aussi important. Et c'est vrai que ce qu'elle me disait toujours, c'était que je jouais un beau rôle
pour ses filles en fait. Et elle me disait par exemple, le fait que j'ai plusieurs jobs, qu'elle me voit partir au travail le soir en plus alors que je travaillais pour eux, et elle me disait toujours que c'était important en fait. Et que c'était beau ce que je renvoyais pour elle parce que et pour les filles parce que j'étais avec elles toute la journée, mais le soir j'allais encore en plus au restaurant, et puis du coup elles étaient venues manger au restaurant. Voilà, elle me disait le soir tu vas où, donc je disais je vais travailler. Et c'est des petites choses comme ça qui sont importantes et qui, voilà, c'est l'humain, c'est, ouais, c'est ces choses-là qui sont importantes. Génial, super conseil. Après, sinon, moi, je dis vraiment, même si on a des peurs, les peurs, c'est normal, c'est humain. Et ce qu'il faut, c'est pas hésiter à se confronter à ces peurs. Et moi, par exemple, je me suis toujours dit, si ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? Tu prends ton billet d'avion et tu rentres et c'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est avoir une petite sécurité financière, une assurance de voyage, c'est super important. Mais oui, une petite sécurité financière pour se dire, voilà, tu te prends pas la tête pendant 10 ans si ça se passe pas bien, si tu te sens pas bien, si tu vis quelque chose qui ne te convient pas, tu rentres et puis c'est pas grave en fait, tu auras tenté, mais au moins tu te seras confronté et puis réaliser aussi ton envie, ton rêve, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Oui, parce que je pense qu'on a, le résultat, même en France, hein, quand tu fais tes études, le résultat de ce que tu fais, c'est toujours super important. Et je pense on évolue super mal l'échec. Alors que pourtant, rentrer, même si tu rentres au bout d'une semaine ou 2 semaines, pour moi, je vois même pas ça comme un échec parce que tu seras parti, tu auras, même déjà rien que de te préparer et d'être parti, déjà, tu auras appris des choses sur toi. Arriver sur place, tu auras appris des choses encore qui sont énormes. Et rentrer, c'est jamais un échec, en fait. T'apprends des choses sur toi et ça n'a pas de prix. Complètement. Donc, génial. Et comme je sais ce que tu fais aujourd'hui pour le plaisir, je pense que aussi, moi, je parle beaucoup de comment on se prépare à s'expatrier, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, on est amené à peut-être rentrer en France. C'est mon cas très prochainement d'ailleurs. Donc, je pense que c'est aussi important de se préparer, que ce soit psychologiquement ou de façon technique, à rentrer en France. Donc, est-ce que tu voudrais parler un peu brièvement de ce que tu fais toi aujourd'hui? Oui, alors, du coup, moi, j'accompagne les voyageurs et les expatriés qui sont de retour en France et qui sont à la recherche d'un emploi. Le constat, c'est que on prépare toujours nos départs. On se fait souvent accompagner. Mais on prépare rarement en fait notre retour et on est encore moins accompagné pour le retour, et je trouve que c'est dommage. En tout cas, moi, le retour en France, je l'ai vécu 3 fois et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Le premier retour en France particulièrement a été très très compliqué. Je me suis sentie vraiment en décalage avec ma famille, avec qui j'étais devenue, avec ma vie d'avant, la vie que j'avais maintenant, en fait, au moment de ce retour. Et c'est vrai que j'en suis arrivée là, donc à proposer mon service pour accompagner les personnes. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, du coup, c'est la recherche d'emploi, parce que c'est mon cœur de métier et parce que je suis conseillère emploi depuis 2011. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur d'apporter ce soutien et ce plus et mon expertise pour les personnes qui rentrent. Et c'est vrai que se préparer pour vivre le retour, c'est vraiment, selon moi, important. Ouais, quand tu voyages, quand tu t'expatries, tout ça, tu as des traits de personnalité qui tu vas t'améliorer. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais en fait, tu vas être mieux, mais tu vas pas vouloir le vendre. Et c'est toujours dur de mettre ça dans un CV ou dans une lettre parce que tu te rends pas compte de ce que tu as vécu pendant ces années et ce que ça va te rapporter dans ton futur emploi. Et je trouve que ce que tu fais, c'est génial. C'est important d'aider. Et puis, surtout que quand on rentre, du coup, on a l'impression que voilà, c'est pas aussi excitant parce que c'est un pays qu'on connaît. Et du coup, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous accompagner là-dedans. Donc, chapeau. Bravo à toi de proposer tes services. Là, du coup, tu ne prépares pas un autre voyage, une autre expatriation? Quand je suis rentrée, je me suis mis dans le bassin pour le PVT Canada, mais bon, tout est en attente. Donc si, il y a quand même une petite chose qui se prépare, mais bon, pour l'instant, c'est tout, hein. C'est en suspens. Ton tour viendra. Et là, je pourrais, moi, te venir en aide si tu veux. Pas avec le PVT, parce que moi, je ne suis pas passée par là, mais avec le Canada, je pourrais
Je pourrais Avec répondre. plaisir. Ouais. Génial. Alors, je vais finir avec les deux questions typiques du podcast. Si la Magali d'aujourd'hui, celle à qui je parle en ce moment, pouvait rencontrer celle qui se préparait à partir justement à contacter les agences de filles au pair, est-ce que tu lui passerais un petit message? Je lui dirais de ne pas douter et je lui dirais de foncer. Fonce pas trop vite, mais fonce. Ouais. Mais après, tu vois, j'ai envie de dire que même si la famille que tu as eue aux États-Unis, elle n'était pas ce que tu recherchais, mais je pense que tu as quand même appris énormément de choses. Et justement, ça t'a préparé pour l'Australie. Donc, au final, c'est toujours dur. Enfin, ouais, quand on se passe un message, mais d'un autre côté, je pense qu'on n'a pas envie de ne pas faire ce qu'on a déjà vécu, en fait. Mais après, j'ai vraiment aucun regret par rapport au Mhm. choix que j'ai fait, parce que ça m'a vraiment permis d'en arriver à qui je suis maintenant et ce que je fais maintenant. Donc non, tout a un sens et il n'y a aucun regret et je suis ravie de l'avoir vécu comme ça en fait. Et du coup, est-ce que tu aurais une citation, une chanson préférée, pardon, à partager avec nous? Ben, finalement, il suffit de faire le premier pas et puis après, en fait, toutes les réponses à nos questions, elles viennent sur notre chemin. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment faire ce premier pas parce qu'en fait, c'est ça le déclencheur et c'est ça qui est important et qui permet de. Il faut oser en fait. Et puis après, quelque chose qui est très important et que tu as dit tout à l'heure, c'est que le but final, c'est pas toujours le plus important et c'est pas toujours ce qui est le plus beau. En fait, le chemin qu'on fait, c'est souvent voilà ce qui nous permet d'apprendre et c'est parfois sur ça en fait qu'il faut se concentrer plutôt que sur le résultat final parce que des fois le chemin est beau et riche et voilà. Enfin, c'est peut-être voilà ça. Non, je trouve ça très bien parce que des fois, j'avais écouté une fois un podcast où justement on nous disait que on a le don de foncer sur une route. En fait, on court sur une route qu'on nous a déjà prédéfinie. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de courir vers le mur. Ouais. Et que des fois, c'est OK s'il y a d'autres chemins qui se présentent à nous et qu'on a envie d'aller les tester, même si on sait pas ce qu'il y a au bout. C'est pas grave. Parce que peut-être il va y avoir des fleurs superbes qu'on n'aurait jamais vues avant. Et, Et oui. et on va créer nos propres citations. Non, mais c'est super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir contactée. Je trouve que cette interview, elle va être super enrichissante. J'espère que tu vas motiver d'autres filles de ton âge ou de l'âge que tu avais quand tu es partie à également sauter ce pas. Et merci beaucoup. Ben, merci à toi. Salut! Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!